on sait où on veut aller, on y va. Si on tombe en chemin, on se relèvera toujours et on se relèvera plus fort. Et en fait, il y a un moment, tu délivres. Et nous, on sait délivrer, on sait faire. Et en plus de ça, on sait comment toujours optimiser et toujours se remettre en question. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'UP2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Virginie Guerrero-Abassi. Virginie dispose d'un profil tech qu'elle met en pratique chaque jour chez Content Square, où elle contribue à moderniser leur technique de vente depuis bientôt 5 ans. Aujourd'hui en charge du Pipeline Generation EMEA, on a aussi relevé jusqu'à la veille de cet enregistrement que Virginie était également nommée dans les Sales Directors des Women in Sales Awards en Europe cette année. On est donc très chanceux de pouvoir la recevoir sur Vive la Vente afin de profiter de son expertise sur le Sales Enablement, sur la tech au service des forces commerciales et plus largement sur ses idées pour faire évoluer et mieux performer en vente. Hello Virginie, comment vas-tu ? Bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Eh ben écoute, c'est un plaisir pour nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton track record ? Comment tu es tombé dans la vente ? Alors, je suis tombée dans la vente complètement par hasard, parce que à la base, j'ai des études de langue espagnole. D'accord. Donc, je me dédiais à être professeure d'espagnol. Finalement, ça reste tard. Ça n'a pas été trop... c'était pas mon objectif de vie. J'ai fait donc une école de commerce, Okay. lors de laquelle je devais faire un stage. J'ai fait un stage, du coup, dans une boîte d'événementiel. Pendant 1 an en tant que chef de projet, j'avais besoin d'une alternance. L'année d'après, la personne qui était en charge de cette boîte, qui s'appelait Midex à l'époque, m'a dit « Tu es un matériel commercial. Donc, si tu veux faire une alternance, ça sera en tant que commercial. » Alors moi, j'étais un peu choquée parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais être dans le tourisme. Je voulais voyager, je voulais voir du monde. Okay. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai besoin de cette alternance. Donc, OK pour commercial. Et il faut croire que il avait raison, puisque je me suis éclatée pendant 1 an. Et qu'à la suite de ça, j'ai décidé de faire un MBA plus spécialisé sur tout ce qui est business. Et je suis partie à Dublin. D'accord. Faire mon MBA. Et à Dublin, fleuron de la tech. Ouais. Après mon MBA, je suis restée là-bas. Et j'ai commencé chez Qualtrics. D'accord. Une boîte de SaaS américaine qui faisait à l'époque des enquêtes de satisfaction. Depuis, ça a bien évolué. Et j'ai commencé en tant que SDR. D'accord. Et c'est là que tout a commencé. Je suis tombée amoureuse de la tech et ma carrière commerciale avait débuté. D'accord, ok. Et finalement, t'es tombé dedans à force de caractère et de tempérament. C'est un peu ça qui fait à la base que... Je pense que j'étais peut-être pas consciente qu'effectivement j'avais un tempérament complètement commercial, quelqu'un qui est assez jovial, qui aime discuter, qui aime parler, qui lie du lien assez facilement. Donc c'était quelque chose d'assez inné au final. Et j'étais absolument pas consciente de ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu les bonnes rencontres, les bonnes personnes. J'ai eu énormément de chance parce que sur ma route, j'ai rencontré des gens qui m'ont peaufiné entre guillemets, qui m'ont aidé à grandir, à m'exprimer commercialement, à devenir le commercial que je voulais être et qui m'ont guidé pas à pas. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ok. Alors, je le disais en introduction, ça fait bientôt 5 ans que tu es chez Content Square. Rappelons-le, qui est une des licornes françaises. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur votre proposition de valeur et surtout comment elle a évolué sur le marché sur les dernières années? Ouais. Donc, Content Square, c'est un acteur qui est basé sur l'expérience client. Donc, c'est comment optimiser l'expérience client sur les sites internet, mais aussi sur les applications. Ça, c'est la proposition de valeur de base. C'est donner l'accès à la data.
et pas Ouais. juste à des personnes qui ont fait des masters d'analyse, etc. C'est vraiment de donner l'accès à tout le monde. Et ça, c'est vraiment la culture de Content Square. C'est l'accès à la donnée. C'est super important. On a commencé effectivement sur l'optimisation des parcours de navigation. Aujourd'hui, Content Square, c'est vraiment une solution à 360 degrés. On va effectivement intervenir sur analyser, comprendre les parcours de navigation, mais pas juste à un pôle marketing. Ça va être aussi avec un pôle IT, un pôle digital, et on va les aider en fait à communiquer. Donc une donnée qui va être utilisée au marketing, à ce niveau-là du parcours de navigation, il y a eu une frustration. Le marketing va prendre des actions. Finalement, l'IT va être impacté par ces actions parce que qui dit frustration, dit bug, dit plein de choses. Donc du coup, on les aide aussi à mieux communiquer avec les départements avec lesquels ils travaillaient pas forcément. Et la plupart du temps, les entreprises travaillent beaucoup en silo. Donc là, on les aide à mieux communiquer et à prendre des actions sur les parcours de navigation. D'accord, donc vous vulgarisez les data et pas besoin d'être data scientist pour pouvoir comprendre l'expérience client et derrière pour bien comprendre quels sont les enjeux et particularités de gérer une boîte, une machine commerciale qui fait partie d'une boîte internationale comme Content Square où il y a un peu plus de 1500 employés, je crois, partout dans le monde. En 2024, normalement, on devrait être 1700 employés. On a des bureaux à Paris, à Londres, à Munich, à Singapour, à New York, San Francisco, Madrid, Amsterdam. Sydney, et je suis sûre que j'en ai oublié. Donc effectivement, c'est une boîte, comme on dit, en hyper croissance. Donc oui, il y a énormément de challenges, et je dirais le premier challenge, c'est d'embarquer tout le monde, d'avoir une seule et même culture, de pouvoir répliquer ce que tu fais dans un pays. Donc nous, la France, Content Square est né en France, donc on a une maturité qui est extrêmement avancée par rapport à d'autres pays comme l'Espagne ou Sydney, ou enfin voilà, c'est des pays qu'on a ouverts il y a relativement peu de temps. Donc effectivement, on n'a pas la même maturité. Mais au lieu que ça soit finalement quelque chose qui nous handicape parce qu'on peut pas embarquer tout le monde, parce qu'on n'a pas les mêmes maturités, etc. Nous, on l'a plutôt mis comme une force, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait en France, on a appris, beaucoup de fois on s'est cassé les dents, beaucoup de fois c'est du test and learn. Donc on a testé, ça n'a pas réussi, c'est pas grave, on a fait d'autres choses, on s'est réinventé. Donc on a tout cet historique qui nous permet justement d'apprendre de nos erreurs et de faire les choses différemment dans d'autres pays. Ce qui veut pas dire qu'on se cassera pas les dents dans d'autres pays quand on voudra mettre des choses en place. Mais on a aussi cette flexibilité et cette agilité qui nous permet de toujours avancer. On a cette culture très forte à Content Square on fait. Jonathan dit souvent where there is a will, there is a way. Donc là où il y a une envie, il y a un chemin. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mantra qui nous anime énormément à Content Square. Donc on sait où on veut aller, on y va. Si on tombe en chemin, on se relèvera toujours et on se relèvera plus fort. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour performer sur un marché aussi concurrentiel, même quand on fait partie des meilleurs? C'est quoi la clé? Je dirais l'humilité. Ok. Parce que souvent les entreprises du SaaS aiment bien les mots leader, leader du marché, leader dans l'industrie. C'est vrai. Je pense qu'un jour on peut être leader et le jour d'après on peut être rien du tout. Ouais, c'est vrai. Ça va très vite. Nous en plus on est sur un secteur qui est qui bouge énormément. On est une boîte en hypercroissance. On n'est pas la seule boîte en hypercroissance. On est dans un domaine qui bouge beaucoup, quoi. Qui grandit très vite. Donc l'humilité, je pense que c'est super important. Et la formation de nos équipes, que ça soit la formation sur nos produits en interne ou la formation de nos équipes en elles-mêmes. Donc voilà. Ok. Quels sont vos clients types? C'est quoi votre ICP? Vous adressez qui en fait? Et comment se passe un cycle de vente classique? Alors, je dirais qu'on adresse tout type de clients. On n'a pas une industrie en particulier. On peut vraiment accompagner toutes les personnes à partir du moment où ils ont un site internet
et ou une application. Ok. Donc ça, c'est vraiment le critère de base. Il faut avoir un site internet ou une application pour pouvoir utiliser Content Square et que nous, on puisse rentrer en contact avec eux. On est autant sur du SMB que sur du stratégique, que sur de l'entreprise. On va être sur des boîtes où finalement, il y a peu d'employés parce qu'il y a 10 employés, mais il y a une forte croissance. Ils ont fait des levées de fonds, donc automatiquement, ils vont avoir un besoin. On va être sur des entreprises qui sont assez middle business, mais qui finalement font tout sur le digital. Tout est sur leur site internet, donc le besoin est très présent. Et on va être sur des gros groupes qui ont des challenges à dimension internationale. Donc voilà, on adresse un peu tout le monde, du small au medium au big enterprise. Ok, et vous parlez à qui, les interlocuteurs? Alors on est sur du multi-persona, comme je disais avant, par rapport au produit qu'on a, qui est vraiment un produit à 360 degrés. Donc on va adresser du CMO, du CDO, du CTO, du CPO, du CIO, voilà, un peu tout ce qui est top exec la plupart du temps, et qui a une relation avec le site internet, la data, l'analyse, les apps, l'expérience. On a aussi beaucoup d'expérience client, donc des chiffres expérience client, customer experience, voilà. Ok. Si on parle un peu de votre force de vente pour situer nos auditeurs aussi, comment vous êtes organisé commercialement parlant? Vous êtes combien et est-ce qu'il y a une organisation qui est, on va dire, horizontale, verticale? Alors, en France, parce que je vais pas parler du monde entier, on va se focaliser sur la France. Okay. Sur la France, on a des équipes SDR qui sont scindées en deux. Donc on a des ADR et on a des SDR. Des ADR, en fait, c'est un profil qu'on vient de mettre en place. C'est des stagiaires qui vont faire le back office, si on veut, des SDR. Donc tout ce qui est recherche approfondie, mapping, account planning, enfin voilà, tous les devoirs qu'un bon sales se doit de faire avant de rentrer en contact avec un prospect. Donc ils supportent en fait les équipes SDR. Après, on a les SDR qui sont en charge d'identifier des clients potentiels et de les qualifier, très important. Qualifié. On n'est pas sur du volume, on est vraiment sur de la qualité. Après, on a les account exécutifs et on a les account managers. Donc, les account exécutifs, c'est des personnes qui vont aller chercher des nouveaux logos. Et les account managers, c'est des personnes qui vont faire grandir nos clients existants. Donc, qui vont aller foisonner au sein des comptes et qui vont créer plus de... je n'ai pas le mot en français, de stickiness, qui vont créer plus d'utilisation. D'accord. Qui font de l'upsell, du cross-sell. De l'upsell, du cross-sell et du renew, bien évidemment. Ok. Et donc toi, tu es en charge de toute la partie SDR. Ouais. C'est ça? C'est combien de personnes? Alors en France, on est 10. En Europe, on est 50. D'accord. Tu disais que c'est toute industrie. Est-ce qu'il y a quand même une organisation par métier ou pas du tout? Alors, les SDR, ça va vraiment dépendre de la région. En France, aujourd'hui, ils sont verticalisés. Donc, ils ont tous leur domaine d'expertise, les SDR. Mais j'ai d'autres pays où, par exemple, on a fait le choix de mixer toutes les verticales, parce que finalement, par exemple, le retail, nous, c'est notre verticale majeure. Donc, si on donne le retail à un SDR, finalement, on met un peu les autres personnes en porte-à-faux. Donc, on a fait le choix sur d'autres territoires de mixer et d'avoir des listes de comptes. Sur d'autres territoires, comme l'Allemagne, on est régionalisé, parce qu'en Allemagne, en fait, le nord, le sud, le centre, en fait, ils ont tous un pôle d'expertise. Donc, on a décidé de régionaliser. En Espagne, pour l'instant, on est sur des listes de comptes, mais l'année prochaine, on va les régionaliser aussi. Parce que toute la partie Catalogne, Valence, ils sont très sur du retail. Tout ce qui est Palma, les îles, c'est du tourisme. Madrid, c'est beaucoup de la finance. Donc, on va les régionaliser.
Ok. Donc ça dépend vraiment du territoire, de la typologie, du besoin. Ce qui est sûr, et ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que quand moi je suis arrivée à Content Square, j'avais tendance à copier-coller l'organisation commerciale sur mes SDR. Ok. Et j'ai compris maintenant que en fait c'est pas parce que l'organisation commerciale est organisée de cette manière que moi je dois forcément m'organiser de cette manière. Bien sûr. Parce qu'en fait on a la même vision, mais on n'a pas le même métier. Et c'est pas parce que un account exécutif ou un account manager va avoir assez de potentiel sur une liste de comptes que moi, en tant que SDR, je vais avoir assez de potentiel. Donc du coup, on apprend à prendre de la hauteur, tout simplement, et à se dire finalement quels sont nos objectifs et comment on peut s'organiser nous au sein de notre département sans pour autant dépendre des sales. Ouais, ok. Sans que ça fasse aussi jurisprudence, notamment au niveau des règles du jeu dans une équipe ou dans une autre. Est-ce que tu peux nous parler aussi de votre culture sales ? Ouais, je pense que la culture sales chez Content Square est très liée avec la culture de l'entreprise. Ouais. Je parlais tout à l'heure de notre mantra, quand il y a une envie, il y a un chemin. Je pense que c'est fortement ancré dans notre culture, tout comme la culture du feedback, comme l'ambition. Si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution sales chez Content Square? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres en fait? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres, mais en tout cas je sais ce qu'on fait bien. Tu parlais de ton humilité tout à l'heure. Oui, je pense que c'est important d'avoir cette qualité et d'être humble, parce que on peut être les meilleurs et le jour d'après on peut finalement ne plus être grande chose. Et je pense que on parlait tout à l'heure de quelle sont notre culture à Content Square. C'est super important pour nous d'être humble. Et d'ailleurs, moi, quand je recrute mes équipes, c'est la première chose que c'est un des critères importants. Ouais. C'est un critère super important pour moi, parce que surtout quand t'es commercial, tu peux être le winner du quarter, le winner de l'année, et puis finalement, t'as un petit revers à un moment, et t'es plus tant winner que ça, et il faut savoir le gérer aussi. Donc oui, l'humilité c'est important. Donc qu'est-ce qu'on fait bien chez Content Square? Je dirais qu'on a une très bonne sales execution. Donc on sait comment faire, on sait comment délivrer, on sait comment mettre en place, et surtout on sait apprendre de nos erreurs. Ok. Moi, je sais que le mois de septembre, là, qui vient de s'achever, a été très dur pour mes équipes. Okay. On a eu un mois d'août exceptionnel. Moi, personnellement, j'ai jamais fait mes chiffres sur un mois d'août. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait plus que mes chiffres. Donc, c'était assez étonnant. Et du coup, je m'étais dit, attends, septembre va être dingue. Ouais. On va être sur les chapeaux de roue, ça va être trop bien, une activité au top, on est prêt, on anticipe et tout. Et finalement, septembre a été long et douloureux. Ok. Comment tu expliques ça, qu'on ait un super mois d'août et que septembre soit chaotique? Alors, le mois d'août a été excellent parce que les équipes ont anticipé énormément. D'accord. On les a aussi beaucoup mentalisés dès le mois de juin, en leur disant le mois de juillet, le mois d'août vont être compliqués. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Content Square, donc c'est déjà mon 5e été. Donc je sais comment ça se passe. Donc là, les managers ont vraiment anticipé, ils ont mis beaucoup d'actions, ils ont mis beaucoup de choses en place, ils ont travaillé avec les équipes, ils ont fait des sujets de fond, ils ont fait des choses plus court-termistes. Donc vraiment, ils se sont bien organisés. Et je pense qu'au mois de septembre, en fait, la conjoncture actuelle, qui est extrêmement anxiogène et très chronophage, a fait que quand tout le monde est rentré de vacances, tout le monde a été très frileux. Et en fait, on a eu beaucoup de rendez-vous qui se sont décalés, on a beaucoup de choses qui ont été annulées, on a eu des rendez-vous qui ont eu lieu et sur lesquels nous, on s'était engagés, et finalement les gens ont été très frileux et ils se sont un peu désengagés. Et du coup le mois de septembre a été assez douloureux. Et surtout les 2 dernières semaines, on a eu beaucoup de pression à gérer parce que les chiffres n'étaient pas forcément là. Et du coup moi j'ai fait un peu une war room avec mes équipes, avec mes managers, et je leur ai dit voilà, on a été dans la douleur, maintenant on va pas être dans le déni en disant c'est pas grave, c'était septembre, c'était la rentrée, c'était plus lent que d'habitude et on va continuer. Non,
on va analyser, on va se regarder en face et on va accepter finalement que ça a été douloureux. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et moi, j'aime beaucoup faire un stop, start and continue. Donc, qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit continuer, qu'est-ce qu'on doit stop, start and continue, qu'est-ce qu'on doit commencer. Ok. Et je pense que c'est super important de toujours avoir cette humilité et dire, ok, on aurait pu mieux faire, il faut l'accepter, il faut avancer, il faut prendre les actions. Et comme je disais à mes équipes, parce qu'ils ont fait cette analyse en une semaine, je l'ai calée la 3e semaine du mois de septembre et on avait le point du coup le 1er jour d'octobre. Donc ils ont eu vraiment une semaine pour analyser tout ça. Ils sont tous arrivés au rendez-vous avec énormément d'idées, énormément de feedback. Ils s'étaient posés, ils avaient fait un travail d'introspection avec les équipes. Et à la fin du meeting, je leur ai dit, je suis fière de ce que vous avez fait et je suis plus fière de ce que vous faites en vous regardant en face d'un miroir et en disant, ok, voilà ce que j'ai bien fait, voilà ce que j'ai mal fait, voilà ce que j'aurais dû faire, que quand vous me faites 120, 130% de vos objectifs. Parce que si vous êtes capable de toujours vous remettre en question et de toujours apprendre de vos erreurs, de vos failures, vous serez toujours à vous challenger, quoi. Et c'est là qu'on a notre croissance, c'est là qu'on a les potentiels. C'est quand on a cette capacité à se remettre en question, quoi. Ok, donc c'est aussi cette remise en question, en plus de l'assertivité, de l'humilité dont tu parlais tout à l'heure, qui fait que l'exécution commerciale est au top, c'est que vous apprenez de vos erreurs et le fameux stop, start and continue qui fait que en fait vous êtes toujours à la pointe de ce qui fonctionne. Et puis après je pense qu'on est juste bon dans les basiques, parce que souvent on a tendance à un peu se dire, ok, la roue elle marche, on va réinventer la roue, on va réinventer le truc. En fait, il y a des choses, c'est basique, quoi. Tu fais des actions, ça paye. Si tu fais pas d'action, ça paye pas. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une baseline. Voilà. Tu as un peu les back to basic. Très bien. Qui marchent, quoi. Et en fait, il y a un moment, tu délivres. Et nous, on sait délivrer, on sait faire. Et en plus de ça, on sait comment toujours optimiser et toujours se remettre en question. Donc du coup, on est toujours en croissance, tu vois. Non, c'est top. Bravo. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a un canal d'acquisition qui marche mieux que les autres dans votre modèle ? Non. Non. On me pose souvent cette question, on en parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est important de se dire, non, il n'y a pas un canal qui marche mieux que les autres. Et c'est pas grave, et c'est normal. Quand j'étais à votre conférence il y a pas si longtemps, il y a 2 choses que j'ai dit. La première chose, c'est qu'un canal est souvent lié à la personne qui utilise le canal. Donc on a tous notre personnalité. Il y a des gens qui vont sortir super à l'aise au téléphone parce qu'ils ont ce bagon. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise au téléphone parce que ils ont peur de l'autre, ils ont peur du rejet, ils ont peur de plein de choses, et ils vont se sentir par contre super à l'aise par mail. Ils ont une superbe plume et ils vont super bien marcher par mail. Moi, j'ai une de mes best performeuses, Europe, c'est la number 1 monde en PackGen et elle fait tout par mail. Elle prend son téléphone pour dire ok, voilà, vous avez répondu à mon mail et vous m'avez dit que vous êtes super intéressé. Du coup c'est plus simple si je vous appelle pour caler le rendez-vous directement par téléphone. Et là elle est super à l'aise pour caler le rendez-vous, mais elle fait tout par mail. Et j'ai d'autres personnes à côté de ça qui eux ne font que du téléphone. Donc il y a un canal, non. Il y a une personnalité derrière le canal, oui. D'accord. Moi personnellement, j'ai la conviction que c'est le multi-touchpoint et le multi-canal qui nous permet vraiment d'arriver à quelque chose. Dans l'industrie, il y a une métrique qui est utilisée, il faut au minimum 12 touchpoints pour réchauffer un lead qui est froid en un lead chaud. Si tu fais 12 fois un coup de téléphone, si tu fais 12 fois un email, honnêtement, je pense que la personne, elle va te blacklister très rapidement. Donc, je pense que c'est du mail, c'est du téléphone, mais c'est aussi beaucoup de social selling. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui marche bien, qui marche très bien, non seulement pour obtenir des rendez-vous, mais aussi pour mobiliser, mobiliser intellectuellement nos équipes.
Moi, je suis sur des populations qui sont extrêmement jeunes. La plupart, ils sont sortis de l'école ou ils ont 1 voire 3 ans max d'expérience. Donc, et on assimile souvent les SDR à un call center. Nous ne sommes pas un call center. Mes équipes, c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes. Pour pratiquement tous, ils ont des bacs +5 voire plus. J'ai recruté sur tout horizon. J'ai des personnes qui viennent de psycho, j'ai des personnes qui viennent de la finance, j'ai des personnes qui viennent de l'IMO, etc. Et ils ne font pas que appeler toute la journée. Non, ils vont faire du social selling, ils vont se renseigner. Moi, je disais pendant la conférence, le plus important, c'est de faire ses devoirs. Ouais, c'est une grosse partie du métier. C'est d'aller chercher des informations et d'utiliser ces informations à bon escient. Faire un post et dire, voilà, il y a un article qui est sorti sur l'industrie machin. Ah bah super, ah bah je poque ma target qui est dans cette industrie, c'est super intéressant. Lui envoyer un email, regarder les conférences, regarder des podcasts, partager. En fait, si on continue à appeler les gens en disant bonjour, je m'appelle Bidule de l'entreprise machin et je vous appelle parce que j'ai vu que vous êtes responsable de je sais pas quoi et d'ailleurs on travaille avec votre concurrent Bidule. Les gens, ça marche plus, ça marche ni au téléphone ni par mail. Maintenant, c'est de l'hyper personnalisation qui marche. Ok. Alors une question très opérationnelle pour les head of sales qui remettent en question leur organisation aujourd'hui. Est-ce que tu as des conseils, des initiatives de modernisation à mettre en place en profondeur pour faire renaître leur force commerciale? Je pense que dans la même lignée que la question d'avant, c'est vraiment capitaliser sur leur force interne. Alors comment on fait justement pour partir de ses collaborateurs ou moi, je sais qu'aujourd'hui, on a des formations trimestrielles en interne. Il y a une personne qui s'occupe de mettre en place. On sait que cette personne, elle a des super mails. Par exemple, la best performeuse dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous écrit des superbes mails ultra personnalisés. Elle nous a fait un workshop à toute l'équipe sur comment elle fait les mails, pourquoi elle les fait comme ça, où elle va trouver les informations, etc. On a une autre personne qui a un taux de conversion qui est excellent sur le meeting de qualification au meeting booké pour la compte exécutif. Cette personne a fait énormément de roleplay avec les équipes SDR. Donc, on en a fait sur 1 mois, je crois. Il y avait plusieurs roleplays qui étaient faits. Donc, on essaye de capitaliser sur nos forces en interne. Souvent, on va chercher la croissance à l'externe. Et je pense que c'est bien et c'est nécessaire parce que on n'a pas toutes les connaissances en interne. Mais souvent, on a énormément de potentiel en interne et on les sous-exploite. Ok. Et d'ailleurs, à tort, trop de gens pensent que le sales enablement concerne seulement les outils, alors que ça concerne aussi la formation et les contenus qu'on met à leur disposition. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça et notamment comment la tech se met au service de la formation et des contenus? Quand je parle de ça, je parle notamment de scripts qu'on donne à nos commerciaux. C'est quoi ton avis sur le sujet? Alors moi, je suis anti-script. D'accord. Parce que je pense que du coup, on inhibe un peu les gens et finalement, ils se cachent derrière ces scripts et on leur laisse pas non plus libre cours tout simplement à la spontanéité, quoi. Et je pense que quand on les forme, ils sont totalement capables de pouvoir rebondir sur une objection. Donc moi, je suis anti-script. Et d'ailleurs, au début, je me souviens quand j'onboardais encore les personnes que je recrutais, ils venaient tous parce que j'avais des points avec eux en fin de journée. Et quand c'était le moment du pitch, ils venaient tous avec leur ordinateur. Ils ouvraient l'ordinateur et ils me faisaient le pitch. Et moi, je leur fermais l'ordinateur, je disais, OK, maintenant on recommence. Je suis là, je suis en face de toi. Et même quand tu vas être au téléphone, si tu vois pas la personne, en fait, il faut t'imaginer comme si tu la voyais, quoi. Tu parles à quelqu'un, en fait, il faut remettre l'humain un peu aussi au milieu de tout ça. Donc, je suis pas script. Par contre, sur la partie sales enablement, ce que je trouve super important, c'est de mettre un fil conducteur, un fil rouge. Mais comment tu fais du coup? Parce que il y a forcément des pitchs qui marchent mieux que d'autres. Comment tu fais pour contrôler la qualité de ce qui est délivré finalement à tes prospects et tes clients? Alors nous, on fait souvent des compétitions. En interne où en fait on va avoir tous les SDR qui vont pitcher devant tout le monde et après on fait des panels et on les note sur certains critères et du coup les 3 premiers partagent après leur meilleur pitch
Donc on fait beaucoup de compétitions comme ça en interne. D'accord. Et où ils pitchent, il y a un panel et puis après on a un top 3 et après les top 3 partagent. Il y a aussi autre chose que moi j'ai mis en place là sur cette année, c'est à chaque fin de quarter, j'ai un top 10 de SDR et le top 10, je les scinde en 3 équipes et on va voyager en région. Donc je les emmène avec moi parce que moi je voyage beaucoup en région. Et du coup j'emmène une équipe de 3 à 4 personnes avec moi dans un autre bureau et ils partagent, en fait ils font des workshops pendant 3 jours sur voilà, leurs forces. Il y en a un, c'était l'utilisation de Salesforce, il y en avait un autre. Je pense que c'est super important de faciliter l'échange de connaissances. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses. En fait, on a déjà plein de choses en interne, donc il faut capitaliser dessus. Et il y a pas si longtemps, parce que là je parle beaucoup de l'interne, mais on a fait aussi de l'externe. On a fait une formation médic avec Caroline Franzia, qui était géniale. Et ce qui a été super important, c'est que comme on a cette formation, il y a eu un temps fort, donc on a eu une formation pendant 1 mois, et puis 2 mois après, on avait une piqûre de rappel. Et 2 mois après, une autre piqûre de rappel. Et c'est super important d'avoir ces piqûres de rappel parce que sinon, en fait, il y a un momentum dans la formation et puis après, ça tombe, quoi. Ouais, bien sûr. Ça tombe aux billettes. Ouais. Ok. Le médic pour les nuls, en 2 mots? Le médic pour les nuls, en 2 mots, c'est une approche de qualification qui vous permet de qualifier le cycle de vente, de qualifier votre prospect, pas juste sur des besoins superficiels, je dirais, mais plus sur des pains. Que ça soit des personal pain ou des technical pain ou des business pain, de vraiment deep diver et d'avoir du grip. Je suis désolée pour les anglicismes. Je ne sais que parler anglais sur cette partie-là, mais effectivement c'est une approche en fait qui nous permet de mieux qualifier les prospects. Ok, ça marche. Je recevais Ephraim Bismuth, qui est le CEO et fondeur de Succeed. Je le connais bien. Ok, pas top. De notre dernier épisode. Et il nous a donné pas mal de conseils sur beaucoup de sujets. Et il avait notamment une analogie très sportive sur les outils à disposition des commerciaux. Je te la donne, mais c'est l'homme qui fait l'arme et pas l'arme qui fait l'homme. Tu en penses quoi? Je sais que chez Content Square, juste après ce qu'on vient de se dire, forcément, on parle du digital, c'est l'humain qui reste votre priorité. Quel est ton avis sur la question? Est-ce que c'est le commercial qui fait l'outil? Complètement d'accord avec Ephraim, et ça m'étonne pas d'ailleurs. En fait, on peut donner plein d'outils à plein de gens. Ils vont jamais l'utiliser de la même manière. Moi, je sais que mes équipes, par exemple, ils utilisent Salesforce et c'est des Salesforce lovers. Donc, ils ne pourraient rien faire sans Salesforce. Ils adorent Salesforce. Et par contre, vous donnez Salesforce à une population commerciale, c'est comme si que vous les punissiez. Parce qu'ils détestent ça. Ils détestent aller mettre de la donnée, remplir le CRM, etc. Et je pense que c'est vraiment ce que toi, tu fais de l'outil. Et le potentiel de l'outil est ton potentiel à toi-même. En fait, l'outil, il peut t'aider, il est là pour te supporter et t'accompagner, mais par contre, il va pas appeler à ta place. Il va pas closer à ta place. Il fera rien à ta place. Il est là juste pour te faire briller, en fait. Maintenant, à toi de savoir si t'as envie de briller ou pas. Bien sûr. Et c'est quoi la clé pour nos auditeurs, justement, pour rester concentrés sur l'humain? Pour moi, l'humain, c'est tout. Quand je recrute mes équipes, souvent les personnes sont assez déstabilisées par les questions que je pose. Parce que moi, Tu poses quoi comme question alors? C'est RH compliant, je tiens à dire. Mais je suis pas quelqu'un de très orienté sur les écoles de commerce ou sur l'expérience, etc. Surtout parce que, comme je le disais avant, finalement, moi, mes populations sont assez jeunes. Puis t'as aussi bien des gens qui viennent de l'immobilier, comme tu disais, mais des finances, j'ai tout etc. parcours confondu. Et d'ailleurs, j'adore le fait qu'on ait tout parcours confondu. D'ailleurs, on travaille avec Iconoclast. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. J'ai reçu Marie Taquet il y a quelques mois, justement, sur le podcast. On travaille avec eux parce que justement, on croit beaucoup à ces reconversions. Et finalement,
être commercial, ça s'apprend pas à l'école. Non, c'est clair. Pour moi, il y a une partie dîner déjà, et puis après il y a une partie que tu peux acquérir, mais tout le monde n'a pas finalement le caractère ou l'envie pour acquérir ces soft skills, tu vois, ce petit plus. Ouais, bon, on dit souvent chez Up2 que finalement la réussite d'un commercial, c'est l'adéquation entre d'un côté un tempérament, et ça on a beau se dire ce qu'on veut, c'est de l'inné très souvent, et de l'autre côté des techniques de vente, et ça par contre c'est binaire et ça s'apprend et on peut bosser dessus, et c'est ce tempérament et ces techniques de vente qui, quand ils se rencontrent, font des James Bond de la vente. C'est pour ça que moi toutes les questions que je pose, elles sont très tournées sur eux, donc ça va être sur le tempérament, qu'est-ce qui te rend fier, partage avec moi un échec et pourquoi c'est un échec, si je parlais avec tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils diraient de toi, dis-moi un objet qui te représente. C'est plein de choses qui sont très tournées sur eux, et moi ce que je cherche à savoir, c'est est-ce qu'ils sont intelligents, est-ce qu'ils ont cette organisation dans leurs réponses, ce côté un peu analytique, mais rapide, assez finalement spontané. Donc ça veut dire que ça fait partie de leur nature aussi. Bien sûr. Et s'ils sont humbles, s'ils ont cette capacité de remise en question, et après c'est un truc assez viscéral. Moi je le sens quand j'ai quelqu'un, quand je fais passer les entretiens, je sens ce truc en plus. Comment il s'appelle, Pacholski, qui était CEO de Talentsoft. Okay. Il est venu faire une intervention chez nous à Content Square, et il disait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est viscéral, et c'est un truc que tu sens à l'intérieur, et tu dis, je sais que lui, il va tout défoncer, c'est une star. C'est une star, et il est pas au courant que c'est une star. Parce qu'il a, ce que tu disais, cette adéquation qui fait que t'as le tempérament, et tu as toutes les qualités pour aller acquérir ce qui lui manque. Et puis au-delà de ça, il y en a qui ont, comme tu le disais, le feu sacré. Tu vois tout de suite qu'en fait, ils vont déplacer des montagnes, ils ont cette capacité à bouger des lignes, à convaincre. Ok. Si on se réfère au contexte actuel, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente tirent un peu la langue, ont du mal à performer actuellement? Je dirais continuer à dérouler les basiques, quoi. Faire attention à toujours rester focus, et à rester focus sur ce qu'on fait bien, et continuer à le faire. Back to basic, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Back to basic, on délivre, on a quand même vécu un Covid. Donc je pense qu'en termes de moments difficiles, on a déjà pas mal vécu. Donc il y a déjà beaucoup d'apprentissages normalement qui ont émergé de cette période-là, qui a été une période, je pense, compliquée pour tout le monde, en termes de business, mais aussi en termes d'humain, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à se remémorer. Et garder, la sales excellence. Il y a les basiques. Tant qu'on tient nos basiques, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Bien sûr. Ok. Finalement, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une machine de vente optimale? Quels sont les chiffres qui te font dire que ta machine, elle fonctionne bien, ou qu'au contraire, elle est dans le rouge? La machine de vente optimale, parfaite, je la connais pas. Je pense qu'on commence à tenir quelque chose, mais bon, la perfection pour moi n'existe pas. Si j'avais été prof, j'aurais jamais mis un 20 sur 20, par exemple. Je pense que je serais toujours arrêtée au 19,5, parce que je pense qu'on a toujours une marge d'optimisation et de progression. Et tout ce qui est mesurable est améliorable également. Voilà, on est d'accord. Après, moi, je dirais, concernant Content Square, et plus particulièrement mon département SDR, moi, le KPI qui me fait dire qu'on est sur la bonne route, c'est le KPI de la rétention. Parce que moi, je suis sur des populations qui sont extrêmement jeunes, mais surtout des populations qui sont extrêmement volatiles. Ouais, c'est sûr. Parce qu'au bout de 6 mois, ils ont tout défoncé en termes de chiffres, et ils sont là, c'est bon, je connais tout. J'ai plié le game. Voilà. Quand est-ce que je passe sales? C'est ça. Et nous, je pense qu'on peut être quand même assez fiers à Content Square de dire que nous, notre rétention, elle est entre 18 et 24 mois. Ouais. Selon les pays et selon les maturités. Donc
c'est une belle rétention pour C'est clair. pour un département SDR. Donc C'est quasiment le double KPI. du marché. Hein. Ouais. Le marché, c'est plutôt 1 an. Ouais. Donc c'est là que je me dis bon, on tient quelque chose. Et je pense que finalement, si on arrive à les garder, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais finalement à ce qu'ils soient heureux pendant 24 mois, c'est parce que voilà, on les accompagne, on les supporte, on leur donne les trainings, et surtout ils savent que le carrière pass est possible, l'évolution est possible, parce que moi aujourd'hui en France, j'ai déjà il y a 4, 5, 6, 7 personnes qui étaient dans mes équipes SDR et qui sont passées côté sales. Okay. Donc, et je crois que je perds même le compte de quelques personnes qui sont parties sur d'autres départements. Donc, le move est possible. Et encore cette année, je vais avoir entre 3 et 4 personnes qui vont évoluer de SDR à compte exec. Top. Donc, je pense que si on arrive justement à les garder aussi longtemps, et heureux surtout, parce qu'ils sont heureux, vous les voyez, ils ont la banane, et ils sont heureux de venir travailler tous les jours, c'est parce que on les accompagne et on leur offre cette opportunité de faire partie d'une Sales Excellence Academy. Ok. En 2 mots, le Career Pass, c'est quoi pour les nuls? Le Career Pass, c'est le plan de carrière. Ouais. Donc aujourd'hui à Content Square, moi tous les gens pratiquement que je recrute en tant que SDR ont la volonté, l'ambition d'avoir une carrière commerciale. Donc ils passent par le SDR parce qu'ils savent très bien que dans la tech, surtout si t'as pas d'expérience, c'est la porte d'entrée. Mais ils envisagent cette porte d'entrée comme une porte d'entrée qui est plutôt court-termiste. Donc après être devenu SDR, ils évoluent sur des postes d'account exécutif, d'account manager, ou ça peut être sur d'autres postes. Moi, toute ma ligne managériale, par exemple, sont des anciens SDR. Donc, j'ai 5 managers en région. Ils étaient tous SDR avant. D'accord. Et maintenant, ils ont pris, du coup, le plan de carrière managérial. Top. On va passer à une question un peu plus personnelle. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, c'est de suivre mon instinct. Ok. J'ai pris pas mal de décisions dans ma vie. Je regrette absolument pas de les avoir pris, mais c'est vrai qu'au moment où j'étais dedans, je me suis dit j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû et j'aurais dû m'écouter, parce qu'on a toujours cette petite voix en interne qui dit n'y va pas. Mais finalement, on écoute quelquefois la voix de la raison. On se dit bah voilà, si je mets tout sur un papier, il y a aucune raison que j'y aille pas, quoi. Bien sûr. Mais tu sens ce truc à l'intérieur qui te dit n'y va pas, et tu l'écoutes pas, et t'y vas, et t'aurais pas dû y aller. Tu n'aurais pas dû. Et j'ai fait comme ça 2-3 décisions dans ma carrière. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais écoute-toi. Ouais. Écoute-toi, parce que au final, il vaut mieux se mordre les doigts parce que tu t'es écouté que se mordre les doigts parce que tu t'es pas écouté. Donc depuis ce jour-là, c'est quelque chose d'assez bête en plus comme conseil, hein. Mais depuis ce jour-là, je me suis toujours dit voilà, si je sens à l'intérieur de moi que je dois pas y aller, j'irai pas. Il y a le cœur parfois, et puis il y a la tête de temps en temps qui prend la décision. Donc maintenant, toujours écouter ton cœur. Ouais. Ok. Est-ce que tu as 2-3 outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs? Ouais. Moi, il y a un outil qui m'a complètement émerveillée, qui s'appelle Crystal Knows. Ok, Crystal Knows. Ouais, ça, donc en français, c'est Crystal sait. Ok. Et en fait, c'est un outil qui vient se plugger sur votre LinkedIn et qui vient vous dire le profil de la personne, le profil émotionnel de la personne. Donc, si vous avez un entretien avec cette personne, il va falloir plus orienter sur des chiffres parce que c'est une personne très analytique. Si vous devez lui envoyer un email, faites attention à pas utiliser ce genre de mots, parce que c'est une personne qui est peut-être susceptible. Enfin, je vous donne des exemples un peu sortis de nulle part, mais nous, on a découvert cet outil et du coup, on l'a tous testé sur nous, sur du coup nos profils à nous, pour savoir qu'est-ce que disait l'outil sur notre personnalité. Et écoute, il avait à peu près 99,9% raison sur nos personnalités, sur comment s'adresser à nous. Et c'était vraiment, c'était un peu flippant même, parce qu'on se disait waouh.
Sur quoi ça se base justement, tu sais? Comment ils font pour sortir? J'en ai aucune idée. C'est intéressant. Je les ai contactés pour avoir une démo, pour avoir un peu les pricing et tout. Ils n'ont pas été très loquaces sur comment ils arrivent à obtenir tout ça. Mais finalement, c'est un peu la beauté de l'outil, parce que c'est un peu comme la magie. S'il y a un magicien qui vient te voir et qui te fait un super tour et qui t'explique le tour derrière, finalement, c'est beaucoup moins magique, non? Ok, et peut-être dernière question de fin, est-ce que tu as un livre à recommander à nos auditeurs sur le management ou sur la vente? Ouais, alors j'ai 2 livres à recommander. Le premier, ça serait Popcorn for the New CEOs de Caroline Franzia. Alors tout à l'heure, tu me posais pas mal de questions sur quels seraient les tips que je donnerais à des head-off ou des CEO de boîtes qui sont plus petites ou qui sont en train de se structurer, etc. Ça, honnêtement, comme le titre le dit, c'est du popcorn pour n'importe quel CEO qui veut monter son équipe de vente, sa pep-gen, etc. Il y a plein de tips. Donc, je le recommande fortement. Et le deuxième livre que je recommanderais, et ça, c'est plus perso, c'est Kilomètre Zéro. C'est un livre de développement personnel et qui est, en tout cas, moi, je le trouve ultra game changer. Pour toute personne, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Parce que finalement, on se rend pas compte, mais dans notre vie, on est géré par 2 leviers majeurs qui sont la peur et l'orgueil. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, la peur et l'orgueil sont nos pires ennemis parce qu'ils vont pas nous aider à prendre les meilleures décisions dans notre vie. Moi, je l'ai lu il y a à peu près 6 mois de ça, et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et maintenant, quand je prends des décisions sans peur et sans orgueil. Ok, bon bah top. Et bah écoute, merci beaucoup pour ces bons conseils. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Je suis un peu prise au dépourvu, mais non, je dirais pas de mot de fin, juste croire en soi et croire en ses équipes. Je pense que c'est super important de toujours insuffler le bon rythme, la bonne vibe, la bonne communication. Moi, je suis vachement fière de mes équipes aujourd'hui parce qu'on a réussi à instaurer un climat de confiance, et je pense que tout le monde aujourd'hui se sent à l'aise pour venir me voir et me donner n'importe quel feedback, et c'est super important. Donc croire en soi et croire en ses équipes. Super, et ben merci beaucoup Virginie pour ton temps, pour ces bons conseils, ces bons tips qui vont, j'en suis sûr, aider nos DIRCO et nos dirigeants à se transformer commercialement parlant. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.